Bah, les canons, on va trouver. Non, on enlève pas celui-là. Quand je peux bouger. De synthèse, là. Ouais. Ça, c'est le projet de l'ESE, là. Ça coulait, ça? Bien, bonsoir. Bonsoir. Il est 20h01, une petite minute de retard. Alors, on va déjà commencer par elle. Donc, j'ai Patrick Remy qui est absent et qui donne pouvoir à Jean-Marie Brien. J'ai Madame Baucher-Édith absente qui donne pouvoir à Madame Fabienne-Christine. Madame Marjot Marie-Françoise qui donne pouvoir à Monsieur Panigil. Et Madame Monique qui donne pouvoir à Madame Forez. Ce sont pour les absents. Et Jenny qui est absent aussi, je crois qu'il n'a pas dit. Maintenant, il va nous falloir une. Oui, pardon. Oui, excusez-moi, c'est juste pour vous dire que Frangénique ne sera pas là non plus, mais je ne sais pas si vous a envoyé un Non, message. c'est pas dit. D'accord. Il me faudra un ou une secrétaire de séance. Précisez que nous avons le quorum quand même. Bon. Isabelle, merci. L'approbation du règlement intérieur, c'est pas ça. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil communautaire du 15 avril. Comment? Vous cherchez un document? Il y en a. Isabelle, est-ce qu'il t'en reste des documents? Il reste des documents? Ils sont là. Attends, j'ai. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur le compte-rendu du dernier conseil municipal? Non. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Nous allons passer au règlement intérieur. Est-ce que vous avez pris le temps de le lire? Parce qu'il est un peu long. Alors, vous voulez qu'on l'épluche dans la soirée, si vous avez un peu de temps? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Oui, enfin moi je l'ai lu, donc et j'ai plusieurs questions sur plusieurs articles. Alors, on y va. D'accord, comme vous voulez. Alors j'avais une première question sur la date d'envoi de la convocation, où il y a écrit 3 jours francs. Donc je trouve que c'est un peu court, voilà. Je sais que vous le pouvez, effectivement, mais c'était une remarque comme ça, puisqu'avant c'était 5 jours francs. Voilà, ça c'est une première remarque. Et ensuite, du fait des 3 jours francs, j'ai des interrogations sur d'autres délais qui sont indiqués dans d'autres articles, parce que je ne sais pas si c'est totalement compatible. Et je ne sais pas, alors je n'ai pas regardé, c'était peut-être des délais qui étaient précédemment. Par exemple, dans l'article 4, il y a marqué pour l'accès au dossier, dans les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers. Si c'est 3 jours francs, en fait, ça veut dire c'est envoyé effectivement. Il y a un jour d'envoi, 3 jours et ensuite un jour. Donc c'est voilà, c'est un peu limite. Bon, ça à la limite c'est pas très grave parce que ça ne nous pénalise pas puisqu'ils seront accessibles donc dès qu'on reçoit la convocation dans ce cas. Par contre, c'est sur les questions écrites qui doivent être déposées au secrétariat au moins 3 jours avant la tenue de la séance publique. Je trouve que c'est court si l'envoi de la convocation est 3 jours francs. Enfin voilà, je trouve que ce délai devrait être réduit. C'est-à-dire qu'en fait, les questions diverses en fait, qui arrivent, c'est des questions normalement qui ne sont pas à l'ordre du jour du conseil municipal. C'est pas forcément quand même mieux. Ça n'a rien à voir, normalement, c'est des questions diverses que vous auriez voulu intervenir, qui ne sont pas en lien avec le conseil municipal, avec les délibérations du conseil municipal.
D'accord. Enfin, je trouve qu'au moins 3 jours, c'est quand même un délai qui est un peu long au regard du fait que la convocation, Un peu long ou un peu court? pour les 3 jours francs, quoi. Un peu long ou un peu court? C'est trop long. Enfin, il faudrait que ce soit au moins 2 jours, peut-être. Enfin, voilà, moi, je propose pour laisser un Vous avez peu. 3 jours, c'est 3 jours avant Madame Corrèze, c'est aussi pour permettre aux agents de se retourner. préparer la réponse et de chercher les éléments. Je comprends tout à fait, mais du coup, nous, on a quand même la convocation tout juste. C'est vrai que ça peut quand même faire susciter des questions. Enfin, voilà, moi, Les questions afférentes au dossier de convocation, enfin les dossiers présentés en conseil municipal, vous pouvez poser des questions. Oui, Les 3 jours francs, c'est concernant des questions diverses. oui, C'est mais pas forcément en lien avec les dossiers, puisque les dossiers, vous pouvez les poser, répondre, enfin, le jour même. Vous pouvez les poser le jour même. oui, mais comment dire, mettons, je pose une question diverse et je découvre que finalement le dossier est au conseil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, je trouve. Enfin, bon. Dans ces cas-là, vous annulez la Mais en tout cas, moi, je trouve. Annuler la question. Voilà. Ah, écoutez, alors moi je peux comprendre. Alors, on va pas dire que c'était comme ça avant. Ben, je suis élu depuis 2008 et c'est le règlement intérieur qu'on reconduit un petit peu depuis 2008. Avant la convocation. On a eu déjà des minorités, hein, donc ils se sont déjà, ça n'a jamais posé problème. Et là, je vois pas trop. Après, la problématique, c'est que 5 jours avant le conseil municipal, c'est pas simple parce que souvent il y a des décisions comme là qui vont arriver, qui arrivent 3 jours, 4 jours maximum avant. Donc on est obligé de prendre des décisions. Ce conseil municipal là, il a été mis en place d'ailleurs parce qu'on avait des décisions à prendre urgemment. C'est bon, ça dit, urgemment, c'est très bien. Il y a toujours moyen de mettre des questions supplémentaires à l'ordre du jour, éventuellement. Enfin bon. Non, mais si vous voulez, avant, vous aviez 5 jours francs quand même. Donc il y avait des 3 jours, mais vous aviez 5 jours francs pour l'envoi. Enfin, c'était ça sur le précédent règlement. On n'a pas modifié le règlement. Ah si, C'est la loi. Dans le précédent. Non. Comment? Dans le précédent, c'était 5 jours francs. Ouais. Ça a été adapté à la loi. Donc voilà, c'était 5 jours francs. C'est 3 jours. Alors la loi, effectivement, dit que pour les communes de moins de 3500 habitants, ça peut être 3 jours francs. C'est pas non plus une obligation. Ça peut pas être moins. C'est pas hors la loi quand même. Sauf en cas de... Bon, je me permets de continuer. Oui, mais allez-y. Consultation des projets de contrat de service public. Donc ça, on peut les voir. Le 6, d'accord. On peut les voir à compter de l'envoi de la convocation au conseil municipal et pendant les 7 jours précédant la séance du conseil municipal. Donc là, il y a un petit peu une incohérence avec l'histoire des 3 jours francs. Voilà, je remarque. Mais bon, c'est très bien. Du coup, on peut les voir tout de suite. Le 6. Bon, c'est pas très cohérent. Sur les questions orales, bon, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire 72 heures avant la séance. Donc, voilà. Comme maintenant, le délai a été raccourci pour envoyer, je trouve que c'est court. Et enfin, excusez-moi, puis j'aurais fini toutes mes remarques, excusez-moi d'en avoir autant. C'est l'article 23. Les amendements, est-ce qu'il y a un délai pour les déposer? Voilà, c'est une question que je pose, visiblement non. Amendement. Les propositions d'amendements. 23, les amendements. C'est ça? Oui, ils peuvent être déposés, donc visiblement on peut les déposer. Il n'y a pas de problème de délai pour les déposer, je vois. Donc très bien, c'est juste pour vérifier. Et puis article 31, alors la mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux, là je trouve que quand même le délai est vraiment très long. Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émis par des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois. C'est quand même très long, quoi. Enfin, vous avez envie de faire une réunion sur un sujet qui éventuellement peut avoir une actualité ou autre, ou vous réunir pour... et en fait, vous n'êtes pas sûr de ne pas pouvoir le faire avant 4 mois. Je trouve que c'est vraiment très long. C'est une question de 10. C'est les textes légaux. Alors, je crois que c'était ça dans le précédent règlement intérieur, mais bon, j'avais trouvé que c'était long de la... Après, Madame Corrèze, sur le principe, je vous rejoins, c'est long, 4 mois. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où il y a une salle disponible et que vous en faites la demande, on ne vous la refusera pas. Hein. Oui, je veux bien, mais c'est quand même écrit. Enfin, si vous voulez, je pense que vous n'avez pas le mauvais esprit par rapport à ça, mais c'est quand même écrit, quoi. Donc, je veux dire, ça dépend de qui... On peut modifier le délai, il n'y a pas de souci. Hein. Je trouve 4 mois, c'est vraiment long. Est-ce que 15 jours, ça vous irait? Ah oui, ça c'est... Bien.
Un jour, c'est parfait. Attends. Ouais. Il y a la disponibilité des Oui, 15 jours sous réserve de C'est- disponibilité des locaux. c'est ça en fait. On veut bien 5 jours, mais suivant la disponibilité des locaux. 15 jours, pardon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les salles sont hyper occupées. C'est pour ça qu'il y a des délais aussi longs. On peut mettre à 15 jours si salle disponible. Sous réserve de la disponibilité. Mais t'es à un mois dans ce cas, enfin, je sais pas. Mais ça sera pareil, un mois suivant les responsabilités des salles. Parce qu'en fait, il faut savoir que les salles, le calendrier des fêtes, par exemple, il est octobre-novembre, et il y a déjà des associations qui disent pour toute l'année suivante, de tel jour à tel jour, telle heure. Donc, on a une grosse problématique sur l'occupation des salles. Ensuite, il peut peut-être y avoir une réponse qui est, bah, écoutez, la salle est libre à tel moment dans un délai plus court et on peut adapter sa réunion. Par exemple, cette salle, elle est quand même souvent libre. Enfin, voilà. Et pendant des discussions, si vous avez 4 mois pour nous répondre, enfin, voilà. On va passer, si tout le monde est d'accord, à 15 jours, sous réserve que les salles soient disponibles. Voilà. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Enfin, sur ce sujet-là, parce qu'après, il va falloir voter l'ensemble. Voilà. Et sur le reste, voilà, bon, je vous ai fait part donc de mes remarques sur les autres délais qui étaient donnés. Est-ce que Thomas a des remarques? Est-ce que dans l'équipe majoritaire, il y a des gens qui ont des remarques sur le conseil et le règlement? Donc, une fois que nous avons fait ces remarques, et encore une fois, vous avez vu le nombre d'articles qu'il y a, donc c'est pas tout lire. C'est pour ça qu'on vous l'a envoyé un petit peu avant quand même. Est-ce qu'il y a des abstentions sur ce règlement intérieur? Des oppositions en tenant compte de la modification du 15 jours? Oui, autrement? Je m'abstiens néanmoins pour les délais que je vous ai indiqués. Donc ça fait une abstention, ça fait 2 abstentions du fait. On est d'accord? Madame Corrèze? Effectivement. 2 abstentions. Nous sommes 2. Oui, on avait échangé d'ailleurs. Ok. Alors, je passe à l'exercice du droit à la formation. Du coup. Non, c'est bon. C'est là, j'y étais là. Voilà. 1.2. L'exercice du droit à la formation des élus. Donc, comme vous le savez, que ce soit les élus comme le personnel, vous avez droit à des formations. Donc, les droits à la formation instaurés par la loi de 1992, payés par le budget de la collectivité, ce sont à la charge de la commune. Le droit individuel à la formation des élus, le DIF, payé par les fonds DIF, alimentés par une cotisation obligatoire de 1% précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus. Toutes les formations en lien avec l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme de formation agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales et doivent en outre être conformes au répertoire des formations annexé à l'arrêté du 13 avril 2023. Quel que soit le nombre de mandats, les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat. Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant la session de formation. Donc, vous avez le droit à la formation par la loi de 1992. Donc, on a les détails. Est-ce qu'il y a des questions sur ces droits à la formation? Encore une fois, que tout le monde, tous les élus y ont droit, hein, comme le personnel. Pas de questions? Non. Je mets. Donc là, je pense qu'il faut mettre aux voix pour me donner tout pouvoir dans le cadre de la mise en œuvre de ce dossier. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors, il y avait un sujet que j'ai pris la décision d'enlever. C'est celui-là. L'approbation du règlement financier de la commune. N'y voyez pas quelconque manœuvre. C'est tout simplement parce qu'il est arrivé beaucoup trop tôt en conseil municipal et il faut qu'il passe par la commission finance d'abord, parce qu'il y a des choses à revoir, et tel qu'il est présenté là, il ne correspond pas aux finances de la commune actuellement. Donc je me suis permis de l'enlever, et il sera présenté au prochain conseil municipal du 9 juin. 9 juin. C'est ça, hein, 3 juin, pardon, du 3 juin.
Mais il passera d'abord en commission finance. Voilà. Donc, il n'y a pas de question à porter puisque je l'enlève de l'ordre du jour. Alors, ensuite, l'urbanisme. Je suis parti trop loin, quoi, non? Et tout ça, c'est le... Ah, parce qu'il y a un pavé, c'est vrai que... Page, je vais dire ça. Voilà, urbanisme. Comment? Ça y est, j'y suis. Urbanisme, cadre de vie. Donc là, c'est un retrait de la délibération numéro DE 2026-039 et une nouvelle approbation de la cession de parcelle. C'est une erreur sur la nomination de la parcelle, si c'est bien ça. Hein. Non, il manquait l'avis des domaines. Il manquait l'avis des domaines. Donc vous savez que quand on vend ou quand on fait l'acquisition d'un terrain, il y a l'obligation de demander l'avis des domaines d'abord. Donc en fait, là maintenant, on l'a fait. Donc, on vous demande de retirer. Non, c'est-à-dire qu'on retire d'abord la délibération, on fait l'appel au domaine, on le représentera. Non, c'est fait. C'est fait. Le prix de vente est. C'est le prix qui est affiché là, à 0,60 € le mètre carré. Voilà. Donc, nous sommes vendeurs là, on n'achète pas. Et on se base sur le prix. Je crois, alors de mémoire. On attend 972 €. C'est pas une parcelle qui. Pour un problème routier, non? C'est quoi, 1620 mètres carrés? C'est ce qui avait été évoqué, oui. Je ne me rappelle plus ce que c'est ça. Ça, ouais. Oui, vous nous avez envoyé un extrait. Ça, parce qu'il y avait une comment? Oui, c'est ça. C'est un accès, voilà, c'est un accès à un terrain, et cette voie-là, qui était publique, en fait, ne servait qu'à une personne qui habitait en fond de voie, donc on lui cède la partie, en fait, domaine public, pour qu'elle soit propriétaire maintenant de l'ensemble de l'accès à son domaine. C'est ça. Oui. J'ai vu que c'était une parcelle donc protégée, notamment, au niveau de la biodiversité. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas, pour faire un accès ou autre, Ils ne peuvent rien faire d'autre que l'accès à leur maison. En fait. Donc, reste tel qu'il est. Reste tel que c'est. On s'est engagé là-dessus avec Madame Hulalon. Est-ce qu'il y a des questions en dehors de celle-ci? Je mets aux voix qui s'abstient, qui s'oppose. Merci. Donc là, c'est l'acquisition d'une foncière, d'une parcelle AK 141. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais vous montrer où ça se situe. Ça fait longtemps qu'on est, que les propriétaires souhaitent nous vendre cette parcelle de terrain parce qu'elle est enclavée. Donc il n'y a que nous qui peuvent être intéressés pour l'acheter. Et elle se situe à proximité des parcelles dont nous sommes déjà propriétaires, c'est-à-dire au niveau des jardins partagés. Vous voyez, donc il y a un jardin partagé, puis il y a un projet qui est toujours d'actualité de résidence secondaire, sénoriale, c'est les résidences secondaires. Donc voilà, donc l'acquisition, parce qu'on ne peut accéder à ce terrain-là que par le terrain dont on est propriétaire. Par contre, ça a duré un certain temps parce qu'il fallait que la parcelle soit cadastrée, c'est-à-dire cadastrée, enfin géométrée, et on a enfin eu donc le retour de la géomètre pour avoir la superficie exacte qui est de 714 mètres carrés et pour un montant de 10 170 €. Juste pour compléter les propos de Gilles, donc cette acquisition foncière et ainsi que le point suivant concernant le projet de réseau basse tension ont été présentés en commission finance, ont été validés à l'unanimité des membres de la commission finance présents. Tout à fait. Ce genre d'article doit passer toujours par la commission finance, comme celle qui va suivre d'ailleurs après. Qui a été présenté en commission finance aussi. Comment? Qui a été présenté en commission. Qui a été présenté aussi en commission finance. Donc voilà, donc, alors ça représente, je crois qu'on est de l'ordre de 15 € à peu près le mètre carré, sur des bonnes mémoires. Et c'est le prix que la commune achète. Donc il y a d'autres terrains où on avait des discussions, des échanges,
mais les propriétaires vendaient ça à plus de 30, presque 35 euros le mètre carré. Ça ne correspond pas à l'achat. Une commune ne peut pas acheter à ce prix-là. Le terrain? À côté des jardins partagés. Alors, vers la maison. Vers la maison. La maison qui a été achetée il n'y a pas longtemps, la maison ancienne. À côté de la maison, il y a la maison Stenou, l'entrée au jardin partagé. La maison qui a été achetée il n'y a pas très longtemps. Là. C'est le jardin Donc c'est le terrain qui est derrière cette maison-là. C'est-à-dire que les propriétaires ne souhaitent pas garder le terrain, ça ne les intéressait pas. Donc ça représente 714 euros, 714 mètres carrés. Mal ce soir. Voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce terrain maintenant que vous l'avez situé? Constructive. Ouais. Allez, constructive. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Alors, il y a un autre terrain qui est derrière, donc qui est entre Intermarché et ce terrain-là, mais c'est le fameux terrain, je vous disais, que les propriétaires vendent, mais très cher. C'est un terrain aussi enclavé. Je tiens à le préciser quand même. J'ai pas mis au vote, si, non. Juste une Question. Ah oui, j'avais compris donc que ce terrain allait permettre de réaliser le projet pour l'accueil de personnes âgées, enfin le projet de Il est dans la quantité. logement. Il est Dans la continuité. dans la continuité du terrain. D'accord, donc c'est Dessus, bien évidemment, mais pas forcément que du logement à destination des seniors. Ça peut être des locations, enfin des dispositifs d'accession à la propriété pour les primo-accédants aussi. Mais en tout cas, le terrain est constructible et sera bâti. Et c'est vraiment, on l'achète dans l'intérêt de faire du logement. Il est pas fléché. il n'est pas fléché pour la résidence senior. Non. Et il est en contre. Et il peut l'être, mais par contre, il peut l'être. Il n'est pas fléché là en ce moment pour Ce sera une la destination résidence de senior. logement sans que le projet soit clairement défini à date. Ouais, bah, L'intérêt pour nous, c'est encore une fois, c'est qu'il est dans la continuité du terrain. Donc, Il sera plus enclavé. il sera plus enclavé puisque l'accès, ça, au niveau de la maison Stenou, donc on pourra aller donc sur le projet Ticocon s'il va au bout. C'est toujours d'actualité, je le précise. Et à droite, on pourra aller vers cette parcelle-là qui sera ou du seigneur ou comme on le souhaiterait, l'accession à la propriété pour des jeunes couples, des primo-accédants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors là, gros projet. Donc pendant la campagne électorale, mais bien avant la campagne électorale, nous avons été interpellés par les riverains de Port-Lazo. Et à juste titre, ils ont subi pas à juste titre, mais à juste titre, ils se sont plaints auprès de la mairie, qui n'étaient pas spécialement dépendants du SDE, puisque c'est le SDE qui gère l'électrification du site. Et moi, j'ai vu des factures, j'ai entendu des plaintes, et en fait, il s'est aperçu que comme ils avaient énormément de coupures, ils avaient des factures de réparation qui étaient excessivement chères. Donc voilà, donc on a entendu le message, on a mis un certain temps à entendre, mais parce qu'on avait contacté le SDE qui a mis un certain temps à répondre, et maintenant ils nous ont répondu. Donc ils nous proposent donc ce projet. Alors, le SDE prendrait en charge l'ensemble de l'enfouissement du réseau pour un montant de 200 000 euros à la charge totale du SDE. Cependant, à la charge de la commune, il faut faire des votes différents. Ouais. Ah d'accord, autant pour moi. Donc là, je vous propose donc de voter sur cette délibération-là, d'autoriser le SDE à faire les travaux, sachant que la totalité du financement est à la charge du SDE. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vois qui s'abstient, qui vote contre. Ça ne me surprend pas. Donc là, maintenant, on va passer donc là, on est à l'électrification. Là, c'est les télécoms. On est à la partie télécom. Alors, à contrario du SDE qui prend en charge l'enfouissement, France Télécom ne prend aucune
dépenses à sa charge. Donc l'ensemble de l'enfouissement des lignes téléphoniques est à la charge de la commune. C'est pas au joli enfouissement? Si, non, Ben, on dit pas entièrement non plus. Hein. Ah, attends. Désolé, je vais essayer de trouver un autre terme alors. Je vais pas dire l'enterrement de la ligne non plus parce que c'est pas. L'effacement du réseau. Aérien. Donc, on enterre ce qui est aérien. Et voilà, seulement là, le coût est à la charge totale de la commune pour un montant de 82 000 euros. Alors, il faut savoir que c'est où on efface tout. Donc, on revient sur l'effacement du réseau électrique. Après, on va aborder le sujet de l'éclairage public qui va venir. C'est où on efface tout. Parce que si on efface, par exemple, l'éclairage public et qu'on laisse du fil téléphone, bon, ça fait pas terrible. Donc voilà. Donc, le problème reste la corrosion. Et le problème, c'est que les lignes extérieures, donc. Le problème reviendra plus tard. Oui. Alors, il faut savoir quand même, petite précision, pour ceux qui voient l'avancée un peu trop lente pour moi de l'effacement, enfin pas l'effacement, de l'installation de la fibre optique. Donc, à Port-Lazo, ils ont installé la fibre optique en aérien actuellement, mais il est prévu, donc dans ce projet-là, qu'ils réenfouissent ou qu'ils effacent le réseau fibre optique et qu'ils le mettent à côté du réseau électrique. Voilà. Parce que ça peut, là, si je vous dis qu'on fait l'effacement du réseau téléphone et puis que vous voyez la fibre optique passer, il va dire maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le maire? Donc c'est prévu, déjà on les a contactés, c'est prévu qu'ils enterrent après la fibre optique. OK? Et là, ce serait à quel coût alors le coût pour qui le coût là? Non, les 90 000 euros, ça c'est le montant qui ira fait. Après, c'est la fibre optique, en fait, quand ils ont su qu'on allait faire ça, ils ont continué à faire les travaux, alors que si le SDE et France Télécom étaient prêts à le faire les travaux, alors dans les prochains, on n'a pas les délais, on n'a pas encore les dates, il faut d'abord voter. Ils auraient pu dire, bah, nous on va attendre que la tranchée soit faite pour passer. Ils ont souhaité continuer. Donc ça sera à leur propre charge. Voilà, on va écouter. Hein. Mais moi, Oui. Juste, dans les 90 000 euros, derrière, on voit au total des travaux, moi j'aurais de 8% de frais d'ingénierie, donc c'est 8% à rajouter aux 82 000. C'est le coût total des travaux qui sont déjà minorés à 8% des frais. Donc les frais d'ingénierie sont dedans. Ils sont compris dedans. mais j'avais une question parce qu'en fait, j'avais vu que le réseau de cuivre historique utilisé pour les lignes téléphoniques, il va être supprimé bientôt. Oui. Ouais. Et donc là, on va payer pour enfouir des choses qui risquent d'être supprimées en fait, non? Bah, qui sera remplacé, qui va être remplacé par la fibre optique. Et le fait qu'on ait payé là va permettre que l'enfouissement de la fibre optique, enfin, il n'y ait pas de nouveau un coût. C'est ce que je viens de vous expliquer. Oui, Voilà. Bah non, sinon on n'aurait pas fait. Oui. Je veux dire, je vous aurais pas mis ça à voter, sachant que la fibre optique serait en aérien. Donc là, c'est dans l'objectif d'effacer le réseau fibre optique et qu'il passe enterré, je suis désolé, hein, je vais vous dire ça comme ça, le long de la ligne électrique. C'est séparé, hein, parce qu'on ne mélange pas les moyennes tensions et les basses tensions. Téléphone, c'est de la basse tension. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Et là, donc maintenant, on va passer à l'éclairage. Donc là, il y a une prise en charge du SDE, mais pas dans sa totalité. Vous avez le montant total ici qui est de 46 500 €. Au total, majoré, alors pareil, avec l'ingénierie compris. Et la charge de la commune, à la charge de la commune, 27 986 € 11. On ne va pas dire que c'est du 50-50, mais presque. Donc il y a une partie qui est prise par le SDE, à l'ordre de 26, 27, 25, donc 22 000 à peu près. Un petit peu moins. Et donc à la charge de la commune, 27 986 €. Alors ça, ce n'est pas que pour ce projet-là, c'est dans tous les projets.
que ce soit des travaux sur de l'effacement du réseau ou des changements des LED, par exemple, remplacement des lampes à vapeur de sodium ou autre, le SDE prend à peu près 50% de... Là, c'est ce qu'ils font. Donc là, on est bien sur de l'éclairage. Donc ça veut dire effacement du réseau d'éclairage, mais ça n'efface pas l'éclairage. Est-ce qu'il y a des questions? On est au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Écoutez, eh bien, rarement vu un conseil municipal aussi rapide. Faut dire qu'il y a, oui, je ne vous oublie pas, Madame Corrèze, je ne vous oublie pas. Donc, c'est vrai qu'on a enlevé quand même un chapitre, mais qui aurait mérité question, et ça aurait été justifié, donc on va le revoir. Et on le représentera. Comment? On va avoir le temps d'en réunir une, avec les délais de convocation. Je suis peut-être qu'on a vu ça. Mais non, mais moi non plus. J'ai découvert ça. Voilà, donc il y a une question subsidiaire concernant l'invasion. Je vous laisse présenter. Hein? Oui, donc je vous ai envoyé un message pour vous interroger sur ce qui pouvait être fait par rapport à la prolifération de la renouée du Japon, qui est une plante exotique envahissante. Donc, les plantes exotiques envahissantes sont un des facteurs de diversité, à côté de la fragmentation des espaces, etc. Et la renouée du Japon, notamment, est une espèce très difficile à éradiquer et qui est extrêmement résistante et qui donc peut proliférer sur des surfaces assez importantes. Alors elle se développe notamment sur des terrains, sur des talus, etc., là où il y a des travaux, parce qu'elle est apportée par les travaux. D'ailleurs, quand il va y avoir les travaux de terrassement pour l'ASO, il faudra faire attention, ce qui sera mis en terrassement, parce que c'est souvent, vous voyez, le bord des talus, etc., qu'on voit la renouée du Japon qui se développe, mais ensuite, elle a des rhizomes extrêmement résistants et qui peuvent parcourir des très grandes distances. Et là, j'ai vu qu'il n'y a pas que sur les talus, il y a aussi aujourd'hui, dans certains coins au sein de la zone urbaine de Plouézec, de la renouée qui se développe. Et voilà, donc je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen quand même de réfléchir au moyen de limiter la prolifération de cette espèce, qui est, moi j'ai remarqué depuis que je suis arrivée que les plaques que j'avais déjà vues où elle était présente sont plutôt en développement. Et donc c'est une espèce qui couvre le territoire sur lequel elle est, donc il n'y a plus rien qui peut pousser. L'hiver, tout disparaît, donc le sol est nu. Enfin voilà, donc c'est donc une plante qui pose pas mal de problèmes. Il y a des travaux d'ailleurs qui sont faits pour savoir comment l'éradiquer, puisqu'il faut faire très attention. On ne peut pas, par exemple, composter de la renouée du Japon, c'est une très mauvaise idée, parce qu'avec les rhizomes, un petit bout de rhizome, paf, ça fait repartir la renouée, ou bien des morceaux de parties végétatives aériennes également. Donc voilà, je voulais savoir si, j'aimerais bien savoir si vous envisagez de réfléchir à un plan pour l'éradiquer. En fait, ce qu'il faut, c'est la couper régulièrement, notamment pour l'affaiblir. Mais éventuellement, d'ailleurs, le mieux, c'est de voir avec l'Office français de la biodiversité des conseils pour le faire. Je sais qu'il y a des travaux, par exemple, qui sont faits pour voir quel type de compostage pourrait permettre ensuite qu'elles ne repartent pas. Et je voulais ajouter que c'est un sujet qui, à mon avis, touche notre commune, évidemment, mais en fait toute l'agglo, parce qu'on voit bien sur les routes, quand on va vers l'Anlou, etc., il y a des spots de renouée assez importants, en plein développement également. Voilà, donc ma question portait là-dessus, c'est-à-dire... et Madame Corrèze, réfléchir. j'entends votre question et elle est très intéressante. Et c'est vrai que c'est une problématique. Et vous avez des pistes de réflexion à proposer pour... J'ai regardé, je pense qu'il faut... donc, ce qui est indiqué, c'est ce qu'il faut, c'est épuiser la renouée du Japon. Alors, j'ai posé la question maintenant parce qu'en fait, il faut le faire. À cette période, elle est en train de faire des réserves. Et donc, c'est à partir de là que, par l'an prochain, si elle fait beaucoup de réserves, elle va donc se développer et donc envahir un espace encore plus vaste. Alors, visiblement, la reproduction par graines, par contre, ne marche pas très bien. Donc, ça, c'est déjà un atout. Elle fait des graines à l'automne. Mais par contre, par les parties végétatives, elle est très, très envahissante. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est déjà essayer de repérer un peu les spots
de voir comment déjà affaiblir les pousses qu'il y a aujourd'hui en la coupant. Et ensuite, il faut voir comment l'éliminer. Alors, une des voies, c'est de brûler ce qui a été coupé, puisqu'il ne faut pas le composter. Parce que si c'est composté et remis en terre, on va la faire diffuser. Je suis pas sûr que Sur brûler, ça soit l'espace la bonne public, solution. en gros, il faudrait faire une cartographie de la renouée sur l'espace public de Plouézec. Parce que nous, on peut intervenir que sur l'espace public, Oui. et une sensibilisation auprès des particuliers. Exactement. Je pense que par exemple, l'écho des falaises pourrait être un moyen de sensibiliser les particuliers sur ce problème en indiquant. Moi, je sais que pas très loin de chez moi, il y a un particulier qui n'est jamais là, qui a de la renouée qui est en train d'envahir son jardin. D'ailleurs, je pense que c'est une dévalorisation du bien. Quand on a de la renouée qui envahit son jardin, je pense que les gens n'apprécient pas tellement pour acheter. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de sensibiliser les habitants de Plouézec pour les gens qui peuvent en avoir chez eux. Et puis ensuite, effectivement, de repérer les spots. Alors ensuite, je pense qu'il faut faire les choses progressivement. Tout à fait. On peut demander aux personnes en charge des espaces verts, de l'élagage, d'être vigilants sur s'ils envoient, d'informer, quoi. Ouais. Et puis ensuite, il faut couper, mais il faut faire très attention à ne pas la retransporter ailleurs, si vous voulez, à ne pas la rediffuser ailleurs. La pampa aussi, comment c'est traité ça? C'est intéressant de voir. L'herbe de pampa. J'aurais tendance à poser la question À Thomas. à Thomas. La renouée du Japon, dans le cadre de mon boulot, c'est vrai que j'ai déjà eu affaire à ces plantes à plusieurs reprises. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à les éradiquer. Notamment, j'ai travaillé au collège Saint-Joseph à Paimpol, qui en avait absolument partout, notamment dans du béton. Et je les ai coupés à plusieurs reprises, alors sûrement peut-être pas assez fréquemment en tout cas, mais c'est resté pendant plusieurs années. Là, j'ai quitté le collège il y a 2 ans, il y en avait encore depuis. C'est une catastrophe. Il y a une méthode aussi pour essayer de l'éradiquer, c'est de creuser, mais les rhizomes peuvent faire jusqu'à 8 mètres de long. Ouais, c'est ça. Donc c'est une catastrophe. Après, essayer de les couper régulièrement, peut-être que ce serait un point à La plante, quoi. rechercher, mais j'ai pas de solution. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça se propage très vite et ça fait des gros dégâts, et pas que dans les talus, dans le béton, dans le bitume, ça traverse absolument tout. Ouais. Donc, mais il n'y a pas de méthode miracle pour le moment, mais il faut faire attention, ça c'est sûr et certain. Il y a l'Office français de la biodiversité qui pourrait peut-être être consulté parce que j'ai regardé et ils font des travaux, je vous disais justement, sur le compostage. Comment on peut composter? Parce que le problème, c'est quand on coupe la renouée, on a une matière végétale en quantité très importante. Et il faut voir ce qu'on en fait, quoi. Comment on s'en débarrasse. Parce que si c'est pour l'envoyer en déchetterie, ça sert Ah pas à bah grand non. chose. Et alors il y a un vrai problème, donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire remonter aussi à l'agglo. C'est que quand vous allez à la déchetterie à Paimpol, donc nous on avait un spot de renouée en face de chez nous, on l'a coupé. On est allé la porter à la déchetterie, ils voulaient nous faire mettre dans le compost. Donc ça il faut surtout pas, quoi. Les informer aussi. Ouais. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà. Et puis aussi les gens qui font les travaux le long des chemins pour qu'ils sachent qu'il faut qu'ils essayent de ne pas la répandre, etc. Et comme là en ce moment il y a plein de travaux le long des chemins avec la fibre, etc. Donc on a entendu le commentaire, on va se renseigner auprès de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pardon. Et puis on pourra faire un article. Et on va prévenir quand même, faire l'information sur le bulletin municipal, que les gens soient vigilants et fassent attention en fait. Oui. Nous sommes dans le sujet végétal. Je pense que ce serait bien aussi de resensibiliser la population, comme ça a été fait l'année dernière, dans l'écho des falaises, sur l'ail-criquette. Comment? Ah oui, qui continue à proliférer. Et je vois que les gens, effectivement, ne gèrent pas du tout le problème. Et laisse les bouquets blancs. Eh ben oui, mais il ne faut surtout pas faire ça. On a déjà donné l'information. Oui, mais je sais bien, oui, c'est pas la première fois. Et c'est très bien de continuer à sensibiliser tout le monde. Mais là, je pense qu'il y a encore Là, il y a encore un sujet important, là. Comment on a dit? Ah, l'ail, de l'ail. Ok. Donc c'était la seule question qui était à l'ordre du jour. Donc, écoutez, bonne soirée du coup. Voilà. Et puis merci de votre attention. Et donc rendez-vous le 3 juin. Et c'est vrai qu'il va y avoir des professionnels avec des pelleteuses.